Amis réfractaires, aujourd'hui on se retrouve dans une station essence. Pourquoi? Pour parler de tous ces dirigeants occidentaux qui ont fièrement annoncé que le canard réfractaire est en plein financement participatif en ce moment. Donc si tu veux nous soutenir, tout est en description. Ça va nous permettre d'avoir un média libre et indépendant pendant encore un an. Attends, mais c'est pas du tout ça le texte? Pardon, je pensais. Bon, après le lien est quand même en description hein, si vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo qu'on va faire. Je disais donc que nos dirigeants occidentaux ont fièrement annoncé il y a peu de temps, tous ensemble, le fait qu'ils allaient plus du tout dépendre du gaz russe. Enfin après ils ont planifié ça dans quelques années, ils sont pas trop foulés non plus. Hein. Sauf que le problème c'est que ça va poser beaucoup de problèmes qu'on va énumérer ensemble. Par exemple, l'Allemagne, première puissance économique européenne, est dépendante à 55% du gaz russe, à 42% de son pétrole et à 45% de son charbon. Elle a annoncé ne plus importer de gaz et de charbon d'ici décembre 2022. Sauf qu'elle va pas pouvoir se passer de la quasi-moitié de ses imports d'énergie sans provoquer une grande crise énergétique, économique et sociale. Mais tu penses bien, une telle crise énergétique, ça va foutre un bordel immense. Hein. Les gens vont plus réussir à chauffer, mais surtout les industriels, eux, il y en a beaucoup qui vont tomber en faillite, ils vont devoir augmenter leurs prix, donc ça va faire une grosse inflation, ça va faire une baisse de la production, ça va faire une récession, beaucoup de chômage, ça va faire des mouvements sociaux, ça va être le bordel complet. Donc c'est totalement inenvisageable pour l'Allemagne, mais ça concerne aussi toute l'Europe qui dépend à 40% du gaz russe. Alors s'il y a peut-être quelques Nietzschéens fans de développement personnel qui vont passer à l'eau froide pour la douche, il est fort à parier que sans transition écologique organisée en Allemagne, la consommation d'énergie va et doit au moins rester à peu près la même. Sauf que le problème, c'est que le gaz russe, c'est le plus bon marché qui existe, en tout cas pour l'Europe. Et donc s'ils arrivent à trouver un remplaçant, s'ils y arrivent, eh ben, il va coûter beaucoup plus cher avec le prix des infrastructures, etc. Donc il va y avoir une montée du prix de l'énergie. Sauf que le problème, c'est que l'énergie, c'est quelque chose d'indispensable pour énormément de personnes et énormément d'entreprises qui vont continuer, malgré l'augmentation, à acheter du gaz. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont moins consommer sur autre chose, tu vois, vu qu'ils n'ont pas plus de pognon. Ils vont faire moins de loisirs, ils vont acheter de la bouffe de moins bonne qualité, ils vont se bourrer de gluten. Bref, ça va faire une petite récession économique. La montée du prix des énergies, ça va faire monter le coût du transport et évidemment, tous les industriels vont faire monter aussi leur prix pour garder leur marge. Les prix des marchandises vont toutes augmenter, c'est ce qu'on appelle l'inflation, sauf que le problème c'est que les salaires à côté ils suivent pas et du coup ça va provoquer beaucoup de misère et de pauvreté. Et côté russe, les sanctions contre eux et notamment contre leur gaz ne sera pas du tout une fatalité. Déjà, d'après les journaux russes et la CIA, la consommation de gaz russe par les Russes va augmenter. Et là avec Déby, on est un peu perplexe là, sur cette info là parce que la CIA et la propagande russe disent à peu près la même chose. Sauf que c'est bizarre que les Russes augmentent leur autoconsommation vu qu'ils sont déjà en autoconsommation. Et pourquoi est-ce que les Russes ils vont consommer plus de gaz soudainement parce qu'il y a les sanctions alors qu'ils le consommaient déjà avant? Alors peut-être qu'ils vont devoir construire des usines parce que ce qu'ils importaient avant d'Europe, ils vont devoir le fabriquer eux-mêmes. Il y aura une petite augmentation, mais un truc assez marginal quoi. Du coup, on trouve ça bizarre, mais vu que tout le monde le dit qu'il n'y a pas de contre-information, on vous le dit quand même. Ce qui est sûr, par contre, c'est que le gros de ce qui est perdu en Europe va atterrir en Chine. Un marché en plein développement qui compte à lui seul 3 fois plus de consommateurs que dans l'Union européenne. Un coup préparé puisque un gazéoduc est en construction. Moscou tente de contourner les sanctions décrétées par les Occidentaux. Et Moscou vient de signer avec Pékin un très gros contrat pour la construction d'un gazoduc qui traversera notamment la Mongolie et la Chine. Il doit permettre de transporter jusqu'à 50 milliards de mètres cubes de gaz par an. Et avec lui, la plus grande centrale gazière de l'histoire de l'humanité tout entière. Ouais. Le tout dans une région sibérienne qui s'appelle Amour. Ouais, c'est le romantisme russe. Et donc, la Russie va se retrouver en position de force. Elle négocie aujourd'hui avec l'Europe en demandant des paiements en roubles, sa monnaie nationale, histoire de récupérer de la liquidité qui ne pourrait pas être gelée arbitrairement par les États-Unis. En gros, la Russie vendait son gaz à l'Europe, soit en euros, soit en dollars, ça dépend des contrats. Et selon la législation européenne, ils étaient obligés de mettre ces euros et ces dollars dans des banques européennes. Sauf que récemment, en mars, les États-Unis et l'Europe se sont donné le droit de prendre ce pognon-là. Et ça représente beaucoup de pognon. C'est 300 milliards d'euros qui a été volé du coup à la Russie, l'argent qui vient des importations de gaz russe. Et ils ont même annoncé que ces 300 milliards allaient être utilisés pour reconstruire l'Ukraine. Je prends le pari que ce sera avec des entreprises états-uniennes. Et donc forcément, tu as pas mal de pays, notamment du Sud, qui ne voient pas trop ça d'un bon oeil, que les États-Unis et les Européens peuvent casser des contrats et voler le pognon qu'ils ont dans leur banque, quoi. Et en plus, ça renforce énormément la diplomatie russe et chinoise qui consiste à dire qu'eux, ils sont légaux, qu'ils remboursent leurs dettes, qu'ils ne gèlent pas les avoirs, contrairement aux États-Unis qui sont nazis. Surtout que dans cette histoire, il ne faut pas oublier que la Chine est devenue l'un des premiers partenaires commerciaux d'énormément de pays d'Afrique, d'Asie
et d'Amérique latine. Ce qui fait qu'elle a construit des liens de codépendance avec énormément de pays qui vont la suivre, elle, dans sa diplomatie et dans son droit international. C'est tout ce qu'on a dit dans notre vidéo sur l'impérialisme. Si tu ne l'as pas vu, c'est en description. En tout cas, on est en train d'assister là au début de la fin de l'hégémonie états-unienne, ce qui est un putain d'événement historique. Comme dit dans la dernière vidéo sur les États-Unis aussi, il y a tout un jeu monétaire organisé par la Russie qui fait en gros que l'Europe se retrouve avec plein de roubles avec laquelle elle ne peut acheter que du gaz. Un piège financier qui va contraindre à court et moyen terme les Européens à ne pas se séparer du gaz russe sous peine d'une violente annulation de la dette russe que nos banques vont pas aimer. Bref, on a absolument besoin de gaz. Et si on veut se débarrasser du gaz russe, ça veut dire qu'il va falloir trouver une alternative. Une des solutions mises en avant par les États-Unis, c'est le gaz de schiste liquéfié et livré par bateau. C'est un système totalement différent des gazéoducs. Les gazéoducs, c'est des contrats à long terme de plusieurs décennies qui permettent le financement des travaux. Mais les bateaux qui livrent le GNL, eux, sont de plus en plus liés à des contrats très courts, pouvant être redirigés aux besoins dans la spéculation et les intérêts géopolitiques. Par exemple, depuis plus d'un an, de très nombreux navires GNL à destination de l'Asie ont été redirigés vers l'Europe. Pour vous dire, il y a 2 ans, l'Europe importait 22% de son GNL des États-Unis, aujourd'hui c'est 50%. En plus de permettre la spéculation, le profit immédiat et l'enrichissement des parasites de la finance, le court-termisme du GNL y permet une pression et un chantage plus fort des pays producteurs, qui ne dépendent plus d'infrastructures aussi coûteuses et contraignantes que les gazéoducs. Enfin presque. Bah ouais, c'est bien mignon d'avoir des navires frigorifiés à moins 180 degrés pour avoir du gaz, mais ça veut dire qu'en amont et en aval, il faut des ports, des infrastructures et des usines qui sont totalement spécifiques, quoi. Et ça pousse pas tout seul. L'Allemagne a par exemple prévu des milliards d'investissements pour mettre en place les immenses structures nécessaires à l'importation du gaz liquéfié. Des terminaux qui mettent 2 ans à se construire. Ceux déjà existants sont en grande partie saturés et les renforcer, ça prendrait 6 mois. Autre problème, il faut aussi un nouveau réseau de gazéoducs pour transporter le gaz d'ouest en est, et notamment entre l'Espagne et la France. Là encore, c'est des travaux qui vont prendre du temps. Et pareil côté états-unien, ils ont déjà poussé à bout leurs usines de traitement de gaz pour maximiser les exportations. Ils vont donc devoir en reconstruire de nouveau, ce qui a été déjà annoncé, mais qui va prendre une plombe. Bref, la situation, elle va pas pouvoir se stabiliser avant 1 ou 2 ans. Et encore, je dis stabiliser, mais en gros, ça veut dire être totalement dépendant des États-Unis et de leurs fonds spéculatifs qui gèrent le marché et le prix de l'énergie. Ce qui est pas ouf quand même. Ah, et puis vous pensez bien, il y a des conséquences écologiques à tout ça. Le gaz de schiste, il est bien 2,5 fois plus polluant que le gaz russe. Et bien plus énergivore, puisqu'il faut l'extraire, le liquéfier, le transporter en bateau, tout ça réfrigéré, le regazifier et encore le transporter. Mais il n'y a pas que ça, parce que de nombreux pays européens, pour se la jouer intègre, refusent de laisser accoster les bateaux d'hydrocarbures russes, qui se trouvent donc entassés dans la mer du Nord, tout ça augmentant forcément le risque de catastrophe. Mais dans tous les cas, l'hiver arrive, il va falloir refaire les stocks si on veut pas être sous la menace de Poutine là, qui ferme des tuyaux, je sais pas quoi. D'ailleurs, l'Ukraine est en train en ce moment de faire ce genre de truc pour essayer de peser dans les négociations, donc je veux dire, c'est vraiment pas sûr notre arrivée de gaz. Il va falloir refaire du stock, et même si les infrastructures ne sont pas prêtes. Donc ça veut dire que le marché du gaz, notamment en Europe, n'a jamais été aussi sous pression, et qui dit pression dans un monde aussi capitaliste que le nôtre dit spéculation. Le GNL, il était avant la guerre déjà très courtisé. Avec les sanctions, les prix sont envolés. Va donc falloir que l'Europe investisse en urgence dans une immense quantité du gaz au prix le plus fort, pour le plus grand plaisir des exportateurs, les États-Unis en premier lieu, mais aussi l'Algérie et le Qatar. Bref, on va devoir raquer. Si on veut récupérer plus de gaz des États-Unis, il va falloir essayer de trouver un arrangement avec la Corée et le Japon qui ont des contrats longs avec les États-Unis. Et donc si on veut récupérer ce gaz, il va falloir payer encore plus et payer par-dessus tout un coût diplomatique, tu vois, des petits arrangements voilà, avec la Corée, avec le Japon. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Tout ça pour, encore une fois, être totalement dépendant des États-Unis et de son système financier. L'augmentation du prix du gaz va produire, grâce au marché de l'énergie européen, une augmentation du prix de l'électricité. Encore une, qui atteint des niveaux records, augmentant l'inflation qui se généralise et donc la violence économique. Et ouais. Conclusion, à cause d'une diplomatie flinguée totalement alignée sur les intérêts états-uniens, l'Europe est encore une fois le dindon de la farce qui va investir des milliards dans des infrastructures simplement pour passer d'un impérialisme à un autre, d'une dépendance à une autre, en niant les réalités écologiques et en créant une puissante crise économique dans tout le monde entier, ce qui n'est pas ouf.
Et encore, quand je dis ça, quand je dis on est les datons de la farce, c'est pas nos oligarchies, c'est pas nos dirigeants, c'est pas ceux qui prennent les décisions. Eux, ils sont bien au chaud à Bruxelles, ils n'ont jamais fait autant de profit. Non, non. Les datons de la farce, c'est les Européens, c'est les pauvres. C'est nous qui allons nous prendre une pauvreté, une inflation énorme, quoi. Surtout qu'avec le RSA, le machin, le chômage, parce que c'est Macron qui va passer au Parlement, quoi, c'est sûr. C'est sûr, hein, parce que si Macron passait pas, là, il y aura peut-être des solutions pour qu'on soit plus des dindons, quoi. Qu'on soit des canards. Après, vous me direz, on peut trouver du gaz dans plein d'autres pays. Alors oui, mais non, parce que déjà, nos besoins sont immenses et aucun pays ne peut les combler seul. Et surtout, quand on fait la liste de ces pays, bah, on se rend compte qu'ils ne sont pas vraiment très nombreux. Déjà parce qu'il y a plein de pays qui sont dépendants de la Russie et qui n'ont pas intérêt à les énerver en vendant leur peu de gaz aux Européens. C'est le cas par exemple du Brésil, du Mexique, du Sénégal et de l'Arménie, comme l'explique le Monde diplomatique. Des pays qui se sont abstenus de sanctionner la Russie à l'ONU. Par exemple, on peut parler du Venezuela. Le Venezuela qui vit sous blocus états-unien et qui ont dépendu du blé russe pour nourrir sa population. Ça a sauvé des millions de personnes de la famine. Alors forcément, le Venezuela, ils vont pas trahir la Russie. Et il y a pas mal des exemples comme ça qui montrent que potentiellement il y a du gaz, mais en fait c'est assez inaccessible pour nous occidentaux. L'Algérie, elle fournit déjà l'Europe, sauf que son marché intérieur, il grossit et qu'elle a déjà atteint les limites de sa production. Donc à moins qu'elle ne transforme les infrastructures et par conséquent les nôtres, puisqu'il faut grossir les tubes, ça va être très compliqué et pas avant des années. L'Algérie, elle est en conflit avec le Maroc et donc elle dépend aussi des armements russes, Russie avec qui elle a une entente historique. La Turquie d'Erdogan, elle a des infrastructures et en plus elle a trouvé des nouveaux gisements en mer Noire, sous contrôle total de la Russie. Et s'ils veulent les contourner, ça se ferait par la Grèce, avec qui ils sont déjà en conflit armé. Israël, de son côté, a bien un plan de production et d'exportation du gaz, mais il est contesté par la Turquie, ce que soutient les États-Unis, qui ne veulent surtout pas que leurs alliés leur piquent leur marché. Enfin, ça c'était valable il y a encore quelques jours, sauf que l'actualité nous rattrape. La Turquie a annoncé récemment vouloir remettre sur pied le projet de gazoduc avec Israël, malgré toutes les difficultés. Alors ça reste qu'une annonce, mais peut-être que des choses vont se faire de ce côté-là. C'est quand même fou comment l'actualité change de jour en jour. D'où le fait que c'est très important, même pour vous, de continuer à faire une veille d'information par rapport à cette situation qui change en permanence. L'Iran, ennemi des États-Unis et victime d'un blocus, ne va naturellement pas aider l'Europe, mais renforcer ses alliances avec la Chine et la Russie. Le Qatar est au plafond de sa production, et même si elle a prévu d'envoyer du GNL, ça ne couvrirait pas tous les besoins vu qu'une bonne partie de son gaz est sous contrat long avec les pays asiatiques. Ils sont aussi dans une coopération avec la Russie à travers l'OPEC, l'organisation de producteurs de pétrole dont le pays dépend pour sa survie. C'est encore plus vrai avec l'Arabie Saoudite, pourtant grand ami des Occidentaux, mais qui ne livrera pas de gaz chez nous. Et ça, c'est d'ailleurs la preuve que tout ce bordel, c'est vraiment des trucs économiques, tu vois. Et c'est le diagnostic qu'on avait déjà fait dans notre vidéo sur l'impérialisme. C'est avant tout des considérations matérielles qui fait les alliances, c'est pas les gentils, les méchants, les trucs, les machins. Et durant le dernier forum de Doha, qui est une grande rencontre internationale avec des milliers de diplomates, de journalistes de centaines de pays différents, tu as clairement la position des pays du Sud qui a été résumée par un journaliste de QINS quelque chose. De toute façon, on s'en fout des sources, personne ne regarde la description, on peut dire n'importe quoi. Compatissent à la détresse du peuple ukrainien et considèrent la Russie comme l'agresseur. Mais les exigences de l'Occident, qui leur demandent de faire des sacrifices coûteux en coupant leurs liens économiques avec la Russie sous prétexte de maintenir un ordre fondé sur le droit, ont suscité une réaction allergique. Car l'ordre invoqué a permis jusque-là aux États-Unis de violer le droit international en toute impunité. Donc le discours que nous avons, nous, en Occident, sur la guerre en Ukraine, la responsabilité de la Russie, les sanctions, etc., c'est pas du tout partagé avec énormément de pays du Sud. Donc on se retrouve avec en face un bloc russo-chinois assez fort, plein de pays non alignés et assez désorganisés, et nous qui sommes en fait, finalement, dans cette histoire, assez isolés. Et pour la première fois, depuis très longtemps, on n'est plus hégémonique dans le monde, quoi. Et ça, on risque de le payer assez cher. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les États-Unis ils font tout ça? Parce qu'ils sont en déclin, comme on l'a montré dans la vidéo sur l'impérialisme, et qu'ils veulent affaiblir la Russie pour leur prendre leur juteux marché. Mais il y a une contradiction forte à l'intérieur même des États-Unis. D'un côté, le lobby du gaz de schiste qui rêve d'investir pour augmenter ses productions afin d'exporter un maximum de gaz vers l'Europe en augmentant les prix, donc ses marges, et donc ses profits. Sauf que, retournement de situation. Sauf qu'en investissant massivement dans le gaz de schiste et les terminaux GNL, le prix du schiste va encore augmenter.
Puis si une partie est exportée, les prix se feront sur le marché international et non plus sur la consommation nationale, ce qui fera encore plus augmenter les prix du gaz. Mais les États-Unis, ils sont ultra dépendants des énergies à cause de l'omniprésence de la bagnole, mais surtout à cause du coût de l'énergie chez eux qui est 6,5 fois moins cher qu'en Europe, donnant à tous les autres industriels un avantage compétitif majeur. D'où le fait que de nombreux politiques demandent à ralentir ces exportations. Il y a donc une contradiction entre le lobby de l'industrie et le lobby du gaz de schiste aux États-Unis. Et ceux qui tranchent au final, c'est les oligarques et la Maison-Blanche. Pour le moment, des investissements ils se font pour le GNL, mais il faut voir jusqu'où ce lobby va pouvoir aller. Le marché du gaz états-unien est donc pour les Européens structurellement et définitivement instable et incapable aujourd'hui de couvrir les besoins. Conclusion, on ne remplacera jamais totalement le gaz russe. D'où le fait que, malgré les pressions états-uniennes, l'Europe, elle n'applique pas ses sanctions contre le gaz, au grand plaisir de l'impérialisme russe, qui avec 2-3 jeux monétaires, expliqués dans la précédente vidéo, parvient à tirer profit de la situation. Mais au-delà du plaisir d'apprendre tout un tas de trucs sur la géopolitique et de voir une belle vidéo du canard, qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? Bah déjà que le mythe de la fin des énergies devient bien une réalité, mais bon, pas comme on l'imaginait. Le manque d'énergie produit des tensions partout, il provoque des guerres, produit des crises économiques énormes, des dépendances toujours plus fortes et des famines gravissimes. On n'est donc pas face à un effondrement, mais face à un long et très dangereux délitement. Si une belle diplomatie non alignée peut préserver un peu la paix, rien ne pourra s'opposer à cette réalité de fond qui est la fin des énergies fossiles. Et laisser le marché gérer ça, c'est laisser les pires oligarchies se battre pour quelques mètres cubes de gaz. Et c'est aussi se condamner au manque, aux guerres, aux pénuries, aux émeutes de la faim et aux crises que personne ne peut gérer. Nous sommes au bord d'un changement majeur. L'histoire est coupée en deux, il y aura un avant et il y aura un après. Et ce qui décidera de ce qui va se passer, c'est ce que nous ferons dans les décennies à venir. Nous avons, qu'on le veuille ou non, la responsabilité d'un des moments les plus tragiques et intenses de l'humanité. Il ne faudra pas lui tourner le dos. Parce que déjà, ça va être incroyable comme expérience. Vous imaginez la culture, la philosophie qu'il va falloir créer pour affronter ça. Mais surtout, c'est dans ces moments-là qu'on peut construire une belle chose, une chose dont on sera vraiment fier. Abattre le marché par le socialisme, désarmer nos oligarchies avec la démocratie, essayer de rééquilibrer le monde avec le non-alignement, revenir à une agriculture un peu plus paysanne pour essayer d'avoir une autonomie, une autosuffisance au maximum, et puis accepter la pente pour se recentrer sur l'essentiel. Et avec un peu de chance, la fin des énergies fossiles, ça va être une très belle occasion de passer de bonnes soirées. Quant au reste, faisons au mieux.